Merci à vous tous, chers amis, d'être présents à ce webinaire avec Monsieur le ministre Olivier Dussopt. Nous allons aborder plusieurs questions avec Monsieur le ministre et vous verrez, nous allons avoir des propos qui, je l'espère, seront réjouissants pour nous tous. Je crois que nous sommes un peu plus de 300, 350, me dis-tu Antoine. Alors, Monsieur le ministre, quelques propos introductifs. Tout d'abord, vous allez nous parler de contemporanéité. C'est un dossier sur lequel nous travaillons depuis plus de 3 ans, près de 3-4 ans maintenant au niveau de la FES. C'est un dossier que nous avons porté ensemble et qui va profondément changer la visionomie de notre secteur. Donc, merci pour votre confiance, merci pour mettre ce dossier ô combien compliqué dans un environnement qui n'est pas si facile. L'occasion m'est donnée également de vous rappeler que c'est le 25e anniversaire de notre fédération et intimement, notre fédération est liée à l'existence, à l'histoire du secteur des services à la personne. Ça fait 25 ans que le secteur existe et ça fait 25 ans que nous travaillons et les uns et les autres pour en promouvoir. Très rapidement, ce sont 2 millions de personnes qui prennent des interventions avec nos entreprises et dans le secteur, plus de 1,7 million de personnes qui travaillent dans ce secteur. Donc, beaucoup a déjà été fait et beaucoup reste à faire. Un point également sur les valeurs qui sont à l'origine de notre fédération. Nous sommes une fédération qui est œcuménique. Tous les modèles d'exploitation, les modèles économiques sont les bienvenus, que nous soyons mandataires, prestataires ou les délégataires. Nous défendons et nous promouvons l'ensemble de ces modèles. Et puis, nous voulons également, nous sommes attachés à un cadre réglementaire pour la défense également des 21 métiers. Alors, nous allons parler d'un sujet maintenant qui est celui de la contemporanéité, qui va changer radicalement et nous pouvons en attendre beaucoup de bénéfices, non seulement en termes d'emploi, en termes de revenus pour l'État, et puis surtout également en termes de qualité de prestations pour nos clients. Et puis, je n'oublie pas tous nos intervenants qui, grâce à ce nouvel élan de notre secteur, seront probablement et très certainement et mieux payés et mieux formés. Et nous allons pouvoir bâtir ensemble, grâce à vous, Monsieur le Ministre, finalement un secteur extrêmement dynamique. Voilà les quelques mots que je souhaitais vous dire. Et je laisse naturellement la parole à Monsieur le Ministre. Merci encore à vous, Monsieur le Ministre, de nous accueillir parmi vous. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous accueillir à Bercy pour ce webinaire. Nous sommes désormais habitués à ce type d'exercice et la crise peut-être laissera dans ses conséquences positives une habitude de réunion directe, d'échange direct plus facilement que lorsque nous étions tous et toutes en présentiel. Quelques mots aussi pour dire le plaisir que j'ai travaillé avec vous dans le cadre du 25e anniversaire. Ça va être quelque chose au long cours et que nous aurons à retravailler ensemble tout au long de cette année. Vous m'avez interrogé sur 3 aspects, en tout cas sur un aspect en particulier, la contemporanéisation, mais qui pour nous renvoie à 3 points qui sont des points d'actualité. D'abord, dire que la contemporanéisation s'appuie sur une autre contemporanéisation qui est celle du prélèvement à la source et de l'impôt sur le revenu, avec le développement de bases de données sur les revenus disponibles mensuels et la capacité que l'administration se donne avec l'ensemble de ses partenaires à travailler sur quelque chose qui soit plus conforme à la réalité et qui intervienne plus directement dans la vie des usagers comme des contribuables. Cette contemporanéisation de l'impôt, dans un premier temps, nous a permis de modifier un certain nombre de systèmes. Je pense notamment au versement des crédits d'impôt sous forme d'acompte au 15 janvier avec un solde en septembre. L'acompte pour le crédit d'impôt dû au titre de l'année 2020 a été versé le 15 janvier dernier. Cela représente 5,5 milliards d'euros, dont 2,7 sont propres au crédit d'impôt sur les services à la personne. Et c'est la démonstration à la fois de l'importance du secteur que vous représentez, mais aussi de l'intérêt qu'il y a à cette avance de crédit d'impôt qui, pour nous, au titre de l'année entière, doit représenter un moyen pour que les contribuables ne perdent pas en trésorerie avec le passage au prélèvement de l'impôt à la source et au contraire soient incités à y avoir recours. Nous avons aussi la volonté, vous le savez, d'aller vers la contemporanéisation du crédit d'impôt service à la personne pour qu'à partir de 2022, celles et ceux qui ont recours du service à la personne puissent bénéficier en temps réel au moment du paiement de ce service du bénéfice du crédit d'impôt. Nous avons lancé cette expérimentation dans les départements du Nord et dans le département, la ville-département de Paris. Cette expérimentation suit son cours et malgré les contraintes liées à la crise sanitaire, nous sommes dans les temps de cette expérimentation avec l'intégration de 150 clients, dont 8 entreprises prestataires relevant de votre syndicat, ce qui nous permet aussi progressivement d'élargir
le panel de l'expérimentation, avec la volonté de travailler sur des articulations, notamment de cette expérimentation avec l'APA et avec la PCH. C'est un domaine qui renvoie au département dans des sphères parfois plus éloignées des entreprises que vous représentez, mais qui évidemment concernent le même public. Et nous avons aussi la volonté, en lien avec vous, peut-être une double volonté même, à la fois faire en sorte que cette expérimentation nous permette de bâtir un système qui fonctionne. La priorité absolue, c'est que le système fonctionne et qu'il soit au bénéfice de l'ensemble des acteurs du secteur. Et donc, pour construire ce système qui fonctionne, il faut que nous soyons d'une certaine manière prudents dans sa mise en œuvre. Ça nous amène à avoir un léger décalage dans le temps entre cette contemporanéisation pour les particuliers et la contemporanéisation pour les prestataires. Et notre objectif partagé est que ce décalage dans le temps soit le plus court possible pour ne pas créer de distorsion de concurrence et qu'il n'y ait pas d'appel d'air entre les deux systèmes. Ça serait aussi injuste qu'inefficace. Et donc, nous veillons à ce que ce temps-là d'adaptation soit le plus court possible au début de l'année 2022, mais toujours avec cette logique d'efficacité et de bon fonctionnement du système. Enfin, il y a un dernier point que je veux souligner et que vous avez évoqué dans votre propos. C'est un point pour répondre à l'inquiétude qui a pu susciter une décision du Conseil d'État à la fin de l'année 2020, qui est revenu sur le périmètre d'éligibilité au crédit d'impôt service à la personne. Tout le monde l'a en tête. Il y a à la fois la volonté du Conseil d'État, exprimée ainsi, de réduire le périmètre et d'exclure des activités qui sont exercées à l'extérieur du domicile. Et dans le même temps, de manière presque incidente, ils proposaient d'intégrer des activités qui aujourd'hui ne sont pas dans le périmètre, mais qui, par incidence, auraient pu intégrer cela. Quoi qu'il en soit, la lecture de cette décision a créé de l'inquiétude parce que c'était contraire au principe de stabilité fiscale que nous défendons depuis le début du quinquennat. Nous avons examiné cette décision avec attention. Il ressort que la décision, pardon pour l'aspect un peu technique, mais cette décision annule des commentaires de l'administration fiscale portés au bulletin officiel des finances publiques, le BOFIP. Par contre, cette décision n'annule pas une circulaire qui a été prise par la DGE et qui est une circulaire qui peut être évoquée par les acteurs du secteur et sur laquelle nous nous appuyons. Et donc, consigne a été donnée aux services fiscaux d'appliquer cette circulaire qui reste en vigueur et donc de garantir la stabilité sur le champ du crédit d'impôt service à la personne. Nous mettrons à profit les prochaines lois financières de la fin de l'année 2021 pour sécuriser totalement le dispositif, inscrire dans la loi la définition du périmètre qui correspond à l'offre de service globale, qui est la notion sur laquelle les commentaires du BOFIP s'appuient et notion sur laquelle la circulaire de la DGE s'appuie aussi. Mais ce que je veux dire de manière très claire aujourd'hui à l'ensemble de vos ressortissants, c'est que les règles que nous connaissons et les règles que vous connaissez continuent à s'appliquer, que la décision du Conseil d'État, que nous respectons évidemment, n'a pas d'impact à court terme sur le périmètre du CISAP, n'a pas d'impact sur le fonctionnement habituel, que la circulaire que j'ai évoquée aussi nous garantit cela, et surtout que nous allons profiter des prochains mois pour le sécuriser de manière à ce que l'incertitude créée par une décision portant sur des commentaires liés au BOFIP soit une incertitude qui n'existe plus et que la stabilité que j'évoquais soit totalement garantie par les lois financières que le Parlement aura examinées prochainement. Mais dans l'attente, instruction a été donnée de bien appliquer la circulaire et de ne rien changer au champ d'éligibilité et au fonctionnement du CISAP que chacun d'entre vous connaît. Bien, Monsieur le Ministre, vous nous avez dit beaucoup de bonnes choses et je tiens au nom de tous mes adhérents à vous en remercier. Si je me permets de les rappeler en 3 mots, finalement, vous nous dites la contemporanéité, c'est tout début 2022. Merci pour votre travail et merci à celui de toutes les équipes. Nous savons que c'est un chantier qui est considérable. Vous nous dites également, vous nous parlez de la circulaire qui va nous permettre de travailler sereinement sur le périmètre dont nous parlions à l'instant. C'était un point d'extrême inquiétude et merci aussi. Et puis, je retiens de manière un petit peu plus large également votre attachement à la stabilité réglementaire. Et je tiens à vous dire là-dessus, Monsieur le Ministre, à quel point nous avons souffert dans le passé, à quel point notre secteur a souffert, nos entreprises ont souffert de cette instabilité et du risque d'instabilité réglementaire. Et quand vous nous dites aujourd'hui, nous sommes attachés à la stabilité, ça veut dire que nous pouvons travailler, investir, croire en l'avenir, développer nos activités, développer nos affaires et au final, développer l'économie, c'est-à-dire très concrètement ouvrir de nouveaux établissements et lancer de nouvelles activités.
au tout début du quinquennat, qui a consisté à transformer la réduction d'impôt en crédit d'impôt, parce que l'objectif était que ça puisse profiter à plus de ménages et être un outil incitatif en termes de recours aux services à la personne pour le plus grand nombre de ménages possible. Mais exception faite de cet élargissement de la cible et du périmètre des bénéficiaires, nous y sommes très attachés et je peux vous assurer que les dispositions que nous présenterons au Parlement pour venir totalement sécuriser l'offre de services global et le périmètre de l'offre de services global après cette décision du Conseil d'État auront un seul et unique objectif, la stabilité du périmètre et des règles. Merci. Donc, je pense qu'on m'entend ici, avec ce micro. Ouais, c'est la parole. Il faudrait que tu annonces Arnaud Fouquet qui va poser une question au ministre. J'annonce, c'est ça? Ouais. Donc, nous avons Arnold Fouquet qui souhaite poser une question à Monsieur le ministre. Arnold, c'est à toi. Oui, bonjour Maxime, bonjour Monsieur le ministre délégué. Vous m'entendez? Très bien. Oui. Bonjour. Je vous remercie du temps que vous accordez à notre secteur d'activité. Comme vous le savez, les services à la personne sont une activité qui sont sous les projecteurs parce qu'elles concernent le quotidien des Français et que certaines activités comme l'aide à domicile sont en première ligne contre la crise sanitaire, notamment en assurant un rôle de vigie de santé et en limitant l'engorgement des hôpitaux. Alors, le constat sur le secteur d'activité, en tant qu'acteur, il est simple, c'est que nous avons une réserve de création d'emplois importante et de création de richesses pour la France de même. Et nous pouvons créer des emplois qui sont accessibles à des personnes qui peuvent être éventuellement peu qualifiées et nous pouvons proposer des temps de formation qui sont courts. Mais pour cela, nous avons besoin de plusieurs actions. Nous avons besoin d'actions de valorisation de nos métiers. Nous avons besoin d'actions, comme vous l'avez évoqué, de stabilisation de notre activité, mais également de défense vis-à-vis de la délocalisation possible de nos métiers dans le travail non déclaré. Et nous avons aussi besoin de la simplification de l'accès à nos prestations, mais pour tous les Français. Alors, moi, je travaille dans le Nord. Je sais qu'il y a l'expérimentation actuellement sur le C2I. Et j'aimerais que vous reveniez sur la vigilance que vous allez apporter entre emploi direct, activité prestataire et les personnes qui peuvent être éventuellement allocataires de l'APA ou de la PCH. Voilà, comment vous allez pouvoir garantir un accès dans le temps qui soit assez rapide pour ne pas générer d'écart entre les Français. Merci. En quelques mots, parce que je pense que nous sommes extrêmement convergents sur les positions et sur les objectifs, tant pour ce qui relève de la valorisation des métiers que de la volonté de stabilité. Et nous considérons, avec l'ensemble du gouvernement, que la contemporanéisation du CISA est aussi un outil de lutte contre le travail non déclaré dans la mesure où il limite fortement le coût d'entrée dans le système d'emploi à domicile pour l'ensemble des particuliers qui en ont besoin, en les dispensant d'une certaine manière de faire une avance de trésorerie sur la première année. Et il faut évidemment ajouter à cela l'intégralité des dispositions que nous devons prendre de lutte contre la fraude, y compris de lutte contre le travail non déclaré. Et j'ai installé il y a quelques jours un comité de pilotage de lutte contre la fraude fiscale qui vise à mettre en œuvre une trentaine de préconisations dans tous les domaines, tant en termes de travail non déclaré que de travail détaché dans d'autres secteurs, de manière à ce qu'on puisse à la fois préserver les finances publiques, c'est mon rôle premier, mais aussi préserver les droits de celles et ceux qui, en étant contraints parfois du travail non déclaré ou en souhaitant du travail non déclaré, se privent de l'acquisition de droits et de protection sociale. Pour revenir sur la question de la contemporanéisation, je le disais il y a un instant, et je remercie le président de l'avoir souligné en saluant le travail des équipes, le principe est simple, la mise en œuvre est extrêmement difficile et techniquement extrêmement compliquée. Et nous le faisons en plus dans des délais qui, à l'échelle du travail à fournir, sont des délais extrêmement resserrés. Donc nous savons que la contemporanéisation pour les particuliers employeurs a une facilité plus importante que pour la contemporanéisation via des prestataires, du travail via les prestataires. C'est la raison pour laquelle nous sommes à ce stade contraints d'observer un décalage dans la mise en œuvre, avec une mise en œuvre pour les particuliers employeurs tout début 2022
et une mise en œuvre légèrement décalée lorsqu'il y a recours à un prestataire ou un mandataire. Aujourd'hui, nous sommes sur un décalage de 3 mois. Donc, si c'est janvier, il y a une mise en œuvre 3 mois après. Si c'est février pour les particuliers, il y a une mise en œuvre 3 mois après aussi. Donc, nous faisons tout pour, d'une part, en étant prudent, tenir ce délai et cet écart de 3 mois au maximum. Et si on est optimiste, essayer de le réduire. Mais la tâche est loin d'être simple. Je préfère le dire d'emblée. Vient ensuite la question des bénéficiaires de prestations type APA ou PCH. Nous n'avons pas inclus ces prestations dans l'expérimentation 2021 qui a vocation à s'appliquer en 2022. Il nous faudra un temps de décalage supplémentaire pour que nous puissions mettre en lien et mettre en relation l'intégralité de nos systèmes d'information avec les systèmes d'information des départements, puisque ce sont les conseils départementaux qui gèrent ce type de prestations et qu'il y a donc une nécessité pour nous, non seulement d'avoir un accord avec les départements de France dans leur ensemble, mais ensuite de décliner cet accord sur chacun des conseils départementaux, puisque les conseils départementaux ne sont pas tenus d'avoir les mêmes systèmes d'information. Et donc, ça nécessite un travail au cas par cas avec chacun des départements. Et donc, les difficultés techniques que nous pouvons rencontrer et qui sont très logiques que nous attendions lorsqu'on parle d'un système unifié sont les mêmes que nous avons, mais multipliées par 100, même si, évidemment, tout ce qui est fait dans un département sert aussi d'expérience pour les suivants. Donc, on va travailler en 3 phases. Une phase début 2022 très rapprochée, particulier employeur puis prestataire mandataire, et une phase plutôt fin 2022, début 2023, qui vise à intégrer et à contemporanéiser les bénéficiaires de prestations comme l'APA et la PCH. Merci. Peut-être une précision que je souhaiterais apporter à Monsieur le Ministre. Notre secteur d'activité, malgré les différents incitatifs que nous avons avec le crédit d'impôt, est encore dominé largement par le travail au noir. On estime, et c'est compliqué, vous le savez bien, on estime que ce sont entre 40 et 50% de la totalité de l'activité qui se fait encore au noir. Avec ce mécanisme-là, nous pensons que très rapidement, il n'y aura plus aucun intérêt à travailler au noir. Donc, ça va bénéficier aux consommateurs, mais également aux intervenants. Mais je voudrais souligner ça, nous en sommes naturellement d'accord. Ce qu'on sait moins, c'est la rapidité avec laquelle ce basculement va se produire. En revanche, je voudrais vous donner une information que je ne pense pas avoir eu l'occasion de vous donner dans nos rencontres précédentes. C'est la crise sanitaire nous a montré l'extraordinaire anxiété qu'il y a eu parmi nos personnels, parmi nos intervenants. Et ceux qui étaient finalement qui travaillaient sans couverture sociale, bien sûr, on trouvait fort démunis lorsqu'on a parlé de chômage partiel. Et je voudrais souligner qu'effectivement, tous ceux qui travaillaient de manière légale, avec des structures mandataires, en emploi direct, avec des structures prestataires ou en association, tous, absolument tous, ont pu avoir l'essentiel et préserver l'essentiel de leur revenu par les mécanismes de chômage partiel. Et ça a été quelque chose qui ne se voit peut-être pas dans les chiffres, mais qui était une formidable encouragement à travailler de manière légale, si je puis dire, au-delà de la légitime citoyenneté. C'est un constat que nous partageons. Une étude de l'OCDE a montré que la France est le pays qui protège le mieux le pouvoir d'achat des salariés pendant la crise, avec une diminution de pouvoir d'achat qui est inférieure à 0,5%. Du fait des dispositifs de chômage partiel qui sont extrêmement protecteurs. Ce sont les dispositifs les plus protecteurs. Par contre, ce que vous dites est très juste et nous le voyons dans d'autres secteurs. Là où nous avons une difficulté qui se traduit par des conséquences sociales et des difficultés sociales, c'est pour permettre, et la réalité c'est qu'on n'y arrive pas, on ne peut pas le faire, à la fois techniquement et par principe, permettre la prise en compte, la compensation de perte de revenus lorsque les revenus n'existaient pas légalement. C'est le cas dans un secteur comme le vôtre, avec une interdiction d'accès au chômage partiel pour les employés à domicile non déclarés. C'est le cas, parfois, il faut le dire aussi, chez certains indépendants qui peuvent avoir, même si c'est marginal en nombre, une différence entre la réalité de leurs revenus et les revenus qu'ils ont pu déclarer. Vous voyez que je le dis de manière très pudique et très polie. Et ça peut être le cas aussi, de manière, et avec des conséquences sociales très fortes que l'on voit tous les jours, chez des publics ou des générations, je pense notamment à des générations étudiantes qui financent leurs études, financent leur vie quotidienne par des petits jobs qui peuvent être soit déclarés, soit pas. On pense à mais ça rejoint votre secteur, des questions de babysitting, des questions de cours à domicile. Et tout ce qui est payé en liquide ne donne pas droit à indemnisation, soit lorsque la crise est là et que les jobs disparaissent, soit qu'il y a moins d'utilité puisque le confinement a aussi réduit les besoins de services à la personne. La garde d'enfants est un exemple assez évident. Donc, tout ce que nous pouvons faire pour
régulariser doit être fait. Et je pense que cette crise et cet arrêt brutal d'activité que nous avons connu au printemps et dans une moindre mesure à l'automne a fait la démonstration que le travail non déclaré est un facteur de risque majeur pour ceux qui, non seulement pour ceux qui s'y prêtent comme employeurs, mais plus encore pour ceux qui s'y prêtent comme employés. Merci. Alors maintenant, une question de Claire Ménard. Bonjour Claire, votre question à Monsieur le Ministre. Bonjour Monsieur le Ministre, bonjour à tous. Je suis donc responsable d'une structure d'aide à domicile en Gironde depuis plus de 10 ans. Je vous remercie du temps que vous accordez sur ce secteur d'activité et sur ce webinaire important sur cette contemporanéité. J'ai entendu les échéances, les délais que vous nommez. Ce crédit d'impôt est en expérimentation sur le Nord. En Gironde, est-ce qu'il sera mis en œuvre en même temps que sur tous les autres départements, donc pour en 2022, ou est-ce qu'il y aura encore d'autres régions qui seront expérimentales? Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur mon territoire, s'il vous plaît? L'objectif que nous avons est de mener l'expérimentation dans le département du Nord et dans le département de Paris courant 2021, avec le calendrier que je rappelais au précédent intervenant, et donc le petit différentiel entre particuliers et prestataires. Mais pour nous, la généralisation début 2022 est une généralisation tout département. Et il n'y a pas de deuxième phase d'expérimentation. S'il y en avait une, ça serait lié à des problèmes techniques que nous ne connaissons pas aujourd'hui, évidemment, que nous ne souhaitons pas rencontrer. Mais il n'y a pas de deuxième phase d'expérimentation prévue. Nous nous appuierons sur les 2 départements que j'ai évoqués pour généraliser en 2022, début 2022, à tous les départements. Merci, Monsieur le Ministre. Alors maintenant, c'est Claire Lano. Notre Claire. Bonjour Claire. Bonjour. Alors, j'avais demandé qu'on puisse éventuellement mettre la caméra, puisque c'était éventuellement. Je pose la question suivante. Bonjour, je suis Claire Lano, administrateur du... La plage est très belle, hein, sinon. Donc... Désolée, voilà, on va faire comme ça, c'est bien mieux. J'avais essayé de prévenir les services techniques, mais un peu tard. Donc, le temps des vacances n'est pas là, désolée. C'est un peu le fait de mixer notre vie professionnelle et notre vie privée. Et donc, c'est une très bonne introduction à la garde d'enfants. Merci, Monsieur le Ministre. Je suis donc administrateur de la FESP et également présidente et fondatrice d'une société de garde d'enfants qui s'appelle Babichou Service, qui compte une centaine d'agences en France. Comme vous l'avez souligné, nous avons beaucoup souffert de ce temps de crise et on n'est pas tout à fait sorti de la crise sanitaire. Moi, j'avais une question qui ne concerne pas spécifiquement la garde d'enfants, mais qui quand même met à mal le périmètre, la récente décision du Conseil d'État dont vous nous avez parlé. Vous nous avez rassurés et je vous en remercie. Sachez cependant qu'au quotidien, de nos nombreuses clients nous posent des questions très fréquemment, voire nous harcèlent pour nous demander si effectivement il n'y a plus d'aide par rapport au déplacement. Et quand on va chercher les enfants à l'école, bien sûr, on se déplace. Donc, que pouvez-vous me répondre et concrètement, qu'est-ce que je vais dire à mes clients dans les semaines et les jours qui viennent, même si je vous remercie tout de même de nous avoir rassurés tout à l'heure. Merci. Vous allez, alors, je sais que ça vaut ce que ça vaut, mais vous allez pouvoir montrer à vos clients qui s'inquiètent un communiqué de presse que mon cabinet va publier en fin de matinée et qui rend public et officiel d'une certaine manière le fait que nous donnons des instructions aux services fiscaux pour que l'application du crédit d'impôt se fasse dans le périmètre de l'offre de services globale, comme c'était le cas. Si j'osais, je dirais sans tenir compte de la décision du Conseil d'État, mais j'ai aussi évidemment beaucoup de respect pour l'institution, donc je ne peux pas utiliser cette formule, mais rappeler que nous appliquons la circulaire de la DGE sur l'offre de services globale, que nous sécuriserons dans le prochain PLF. Mais ce que je vous ai dit là à l'occasion de ce webinaire, nous allons le rendre public par un communiqué de presse pour que ce soit quelque chose d'exportable, si vous autorisez cette expression, vers l'extérieur. Je crois que nos clients comprendront bien la portée du message que vous nous adressez et ce sera de nature véritablement à rassurer tout un chacun. Une petite question qui m'est adressée par SMS de la part d'un de nos adhérents d'Outre-mer qui nous dit, naturellement, nous n'avons pas oublié nos amis d'Outre-mer. Voilà, je parle sur la contemporanéité. Pour nous, la mise en œuvre, elle s'applique à tous les départements. Et quand je dis tous les départements, je ne différencie pas la métropole et les Outre-mer. Je précise simplement, parce que vous n'avez pas précisé de quel département d'outre-mer ou de quel territoire d'outre-mer relève la personne qui vous a saisi, que je le dis bien pour les départements d'outre-mer, qu'il y a des collectivités d'outre-mer qui ont des statuts particuliers
et qui peuvent avoir des formes d'autonomie fiscale. Je pense à la Polynésie ou à la Nouvelle-Calédonie. Et donc, dès lors qu'il y a cette différenciation, nous devons faire attention. Mais lorsqu'on est sur département d'outre-mer, l'application, ce sera comme en métropole. Merci, Monsieur le Ministre. Maintenant, c'est Jean-Charles Lopez. Bonjour Monsieur le Ministre. À la suite de Maxime, je voulais vous remercier d'abord pour les bonnes nouvelles que vous nous avez apportées aujourd'hui. Et en tant que vice-président de la FES et pour avoir travaillé avec Maxime depuis 2016 en fait sur la mise en œuvre de la contemporanéité, je me félicite tout particulièrement de vos propos. Ma question est assez technique et va aborder l'acompte de crédit d'impôt, puisque l'acompte de crédit d'impôt est calculé aujourd'hui sur les dépenses réalisées à N-2. Elles sont déclarées à N-1 et versées en année N. Cette année en particulier, ça a été versé le 15 janvier. Cette mesure est, j'imagine, amenée à disparaître. Elle avait quand même un avantage, c'était évidemment une aide au pouvoir d'achat des ménages, mais aussi un inconvénient, celui de ne pas pouvoir être fléchée vers les services à la personne et la création d'emplois. Du coup, cette mesure est-elle effectivement amenée à disparaître? Et plus généralement, comment va se passer la transition au moment de la généralisation du crédit d'impôt immédiat entre les deux systèmes pour les contribuables? Alors, nous savons différencier dans l'avance que nous versons le 15 janvier, nous savons différencier ce qui relève des services à la personne et ce qui relève d'autres crédits d'impôt. Je disais, le 15 janvier dernier, nous avons versé 5,5 milliards, dont 2,7 milliards sont portés sur le crédit d'impôt service à la personne. Je peux vous donner le détail de cela. Non, je vous dis une bêtise. Nous sommes à 2,7 milliards de manière globale. Sur la manière dont les choses vont être mises en œuvre, il est évident qu'en 2022, les particuliers qui vont percevoir le crédit d'impôt de manière contemporaine sur leurs dépenses de 2022 perdront le bénéfice de cette avance remboursable en janvier 2023, puisque le crédit d'impôt leur aura déjà été payé directement au moment du paiement de leur facture ou de leur prestation. Par contre, en 2022, les personnes qui sont aujourd'hui vos clientes, vont, à la fin du mois de janvier, février, mars, avril, en fonction du délai de mise en œuvre, vont à la fois bénéficier instantanément du crédit d'impôt sur la facture ou la prestation qu'ils régleront, mais le 15 janvier 2022, ils percevront l'avance, comme cette année, au titre de l'évaluation, de l'estimation qui aura été faite avec le même process de régularisation. Ce qui signifie que courant 2022, les bénéficiaires du CISAP vont à la fois et simultanément percevoir le crédit d'impôt acquis au titre de leurs dépenses réalisées en 2021 sur la base de l'estimation et des modalités que vous avez évoquées et bénéficier en temps réel de l'application du crédit d'impôt contemporain. Nous sommes sur la même mécanique que celle qui a bénéficié aux entreprises en 2019 lorsque nous avons transformé le CICE en allègement pérenne de charges. 2019 s'est traduit par une bonne nouvelle de trésorerie pour les entreprises puisqu'elles ont bénéficié instantanément de la baisse des charges et dans le même temps du versement du crédit d'impôt compétitivité au titre de l'exercice précédent. Donc nous sommes dans la même logique et pour les années qui suivront, au fur et à mesure de la généralisation, l'avance versée le 15 janvier avec les modalités que vous avez rappelées sera une avance moins importante que les 5,5 milliards à périmètre constant, j'entends, hein, moins importante que les 5,5 milliards versés cette année et que nous verserons très certainement en janvier 2022, puisqu'amputée de ce qui aura été versé de manière contemporaine. Très bien. Merci. Merci. Non, merci Jean-Charles. Maintenant, c'est Rémi Domanjou. J'ai la parole, Rémi. Bonjour Monsieur le Ministre. Rémi Domanjou, donc gérant de la société Agidom et membre du CA de la FESP. Donc nous, chefs d'entreprise et les consommateurs, sommes sensibles à la stabilité fiscale et réglementaire. Donc je suis ravi que vous vous soyez exprimé à ce sujet. Donc comme vous le savez, nous sommes régulièrement visés par des annonces et des rumeurs qui remettent en cause l'équilibre de notre secteur. Et vous venez de nous annoncer justement que vous allez faire un communiqué de presse prochainement. Est-ce qu'il est prévu de manière générale d'autres actions de communication ou communiqués de presse à l'avenir pour, comme vous allez le faire maintenant, rassurer et sécuriser notre marché? Est-ce que ça va être une pratique, comme vous avez pu le faire par ailleurs, qui va être plus ou moins généralisée, mais surtout, nous demandons en fait, est-ce que vous serez vigilants pour nous, acteurs du secteur du service à la personne, à bien communiquer
et vous exprimer par rapport à des annonces ou des rumeurs qui pourraient justement, comme je l'ai dit précédemment, remettre un peu en cause l'équilibre de notre secteur et donc le marché. Alors, pour vous dire la vérité, je n'ai pas l'habitude de commenter les rumeurs, donc je ne pense pas qu'on prévoit des communiqués de presse pour répondre aux rumeurs. Par contre, communiquer lorsqu'un événement factuel est constaté et qu'il crée de l'interrogation ou de l'inquiétude, nous le faisons. Le communiqué de presse que j'ai évoqué, vous voyez, il est là, il part dans la journée, puisque nous attendions d'avoir eu cette rencontre avec vous pour rendre publique cette décision. Donc, il sera public dans les heures qui viennent de manière certaine. À chaque fois que j'en ai l'occasion, comme j'ai fait ce matin, je rappelle l'attachement du gouvernement à la stabilité des règles fiscales et réglementaires de manière générale et pour ce secteur en particulier. Et je suis d'autant plus attaché à cette stabilité dans la période que nous connaissons aujourd'hui que le travail de contemporanéisation que nous menons nécessite cette stabilité. Je peux vous assurer que c'est déjà tellement difficile techniquement de mettre en œuvre la contemporanéité. Si on met en œuvre cette contemporanéité en même temps qu'un changement de règles, on multiplie la difficulté. Donc, à chaque fois que j'en aurai l'occasion, je rappellerai cette stabilité. Et à chaque fois qu'il sera nécessaire d'apporter une réponse à un fait établi, on ne se privera d'aucune forme de communication. Mais soyez assurés que nous y sommes attachés et que nous le ferons savoir. Merci de l'avoir rappelé. Je voudrais me permettre de vous donner quelques éléments, Monsieur le Ministre, de ce que ça veut dire dans la vie entrepreneuriale, la stabilité réglementaire. Ça veut dire également que les investisseurs vont pouvoir, nos banquiers, les jeunes qui sortent des études, des grandes écoles ou des moins grandes écoles vont pouvoir s'intéresser à notre secteur d'activité. On disait tout à l'heure, effectivement, à l'époque, on peut appeler le plan de lancement de notre secteur, on a vu beaucoup de jeunes qui se sont lancés dans ce secteur et beaucoup de ces jeunes, aujourd'hui, sont un petit peu moins jeunes, tout comme moi, et sont derrière cet écran. Ce qui veut dire que la stabilité, ça veut dire qu'on peut se lancer dans l'entrepreneuriat, on peut créer, on peut investir, que je sois financier, que je sois banquier, que je sois jeune, un jeune diplômé ou un moins jeune diplômé, je peux me lancer dans ce secteur d'activité avec une vraie vision entrepreneuriale. Et ça, c'est très important parce que si on change les règles, et je l'ai connu, on l'a connu dans le passé, on nous a changé nos règles et on a failli tous en mourir de manière brutale. Et si on est rassuré là-dessus, et vous nous rassurez, et je vous en remercie vraiment, ça veut dire qu'on va pouvoir faire notre travail en se concentrant sur ce qui fait le développement de nos activités, de nos affaires. Et à l'avenir, si vous voulez, comment le voyons-nous ? Nous voyons cet avenir d'abord, nous sommes, vous nous le dites, il y a une stabilité, il va y avoir une contemporanéité, on a bien compris que c'était compliqué, ça va se mettre en œuvre. Mais ça veut dire également, derrière tout ça, nous, dans nos structures, dans nos entreprises, on va pouvoir travailler à ce que nous appelons avec un mot qui n'est pas très élégant, mais qui s'appelle la professionnalisation. Mais derrière tout ça, ça veut dire, encore une fois, attirer les talents, attirer nos intervenants, former, ouvrir de nouvelles perspectives, créer des nouveaux métiers, valoriser les métiers d'éducation à domicile, valoriser les métiers du personnel de maison, valoriser les métiers et faire de ces beaux métiers d'auxiliaires de vie. En fait, on va créer tout un nouvel écosystème et c'est ça qu'on va pouvoir faire et l'ensemble de ces mesures vont nous permettre de réaliser. Et c'est pour ça, c'est comme ça que nous allons créer et de l'emploi et de la valeur ajoutée économique. Voilà, ça me semblait important de vous le dire parce que c'est le fondamental de notre fédération. Chers amis, avez-vous quelques questions à poser à Monsieur le Ministre ? Ce n'est pas tous les jours que nous avons l'opportunité d'avoir notre ministre à nos côtés. Alors, du coup, je vais laisser la parole à Didier Château, qui est aussi un administrateur de la fédération. Didier, tu as la parole. Bonjour, je ne sais pas si on m'entend. Très bien. Parfait. Bonjour, Monsieur le Ministre. Bonjour, Maxime. Et merci, Maxime, pour ton implication. Monsieur le Ministre, je suis ravi de vous voir. Ça fait 21 ans que j'opère dans le secteur. Je suis fondateur du réseau général des services, un réseau d'agences nationales. Et je suis aussi élu chambre de commerce. Et votre présence ici confirme que l'État, à son plus haut niveau, reconnaît le service à la personne comme un véritable secteur économique à part entière, créateur de richesses, de développement économique sur l'ensemble des territoires et d'emploi. Donc, merci de cette présence qui confirme l'importance de notre secteur et surtout de l'annonce sur ce crédit d'impôt qui va clairement redistribuer les cartes. Je pense qu'on peut parler d'une puissance équivalente au plan Borloo il y a quelques années qui avait fait décoller au niveau entrepreneurial notre secteur. Ma question rapidement, elle porte sur les personnes âgées. Vous savez qu'on a un mur démographique qui arrive extrêmement rapidement. La loi grand âge risque d'être décalée par un souci d'encombrement législatif. Que pouvez-vous nous dire sur
néanmoins le crédit d'impôt auprès des personnes âgées les plus fragiles qui ont un pouvoir d'achat souvent faible et qui seraient un petit peu éloignées de ce dispositif pourtant si important dans le pouvoir d'achat des Français. Merci pour votre question et effectivement, nous partageons tout le début, la fin aussi, mais c'est sur la fin que je réponds. Mais en tout cas, tout le début, notamment sur la reconnaissance du secteur. Et j'avais eu l'occasion à plusieurs reprises au nom du gouvernement de le dire, et y compris de répondre à l'invitation du président il y a, je crois, 2 ans maintenant, à une époque bénigne, nous pouvions organiser des cérémonies de vœux et nous retrouver dans des endroits plus sympathiques que des salles de visioconférence. Pour répondre à votre question sur les personnes âgées les plus fragiles, 2 éléments, mais qui font écho à ce que j'ai déjà évoqué tout à l'heure. Premier élément, nous souhaitons que les personnes âgées puissent avoir accès plus facilement aux services à la personne. Et c'est la raison pour laquelle, au tout début du quinquennat, nous avons transformé la réduction d'impôt en crédit d'impôt. C'est quelque chose de fondamental parce que, pour reprendre les plus fragiles et ceux qui ont le moins de pouvoir d'achat, comme vous l'évoquiez, ce sont souvent des ménages de retraités, de personnes âgées qui ne payent pas d'impôts. Et le fait que ce soit un crédit d'impôt devient incitatif, alors que ça n'était pas le cas lorsque c'était une réduction d'impôt. C'est un soutien fiscal que nous avons apporté au début du quinquennat qui avoisine les 2 milliards d'euros pour un secteur comme le vôtre. Et donc, c'est quelque chose d'assez majeur et je crois massif en termes d'accompagnement. Ensuite, se pose la question des personnes âgées les plus fragiles, fragiles au sens du pouvoir d'achat, mais aussi fragiles au sens de la dépendance. Et donc, j'indiquais dans le calendrier de déploiement que la complexité de la prise en charge de la dépendance et la loi que vous avez évoquée, j'espère, apportera aussi des réponses à cette question-là. Cette complexité de la prise en charge et la départementalisation de la prise en charge par le système des MDPH pour le calcul des GIR en matière d'APA, par les systèmes d'information propres à chaque département, nous oblige à envisager la contemporanéisation du CISAP en lien avec l'APA et la PCH, plutôt à horizon 2023 que 2022, parce que c'est extrêmement long et compliqué à mettre en œuvre, et parce qu'aussi, chose que j'assume à 200%, nous avons une obligation de réussite. Et lorsqu'on parle de publics aussi fragiles que des personnes âgées en situation de dépendance, avec des familles déjà très sollicitées et parfois des difficultés de pouvoir d'achat, nous n'avons pas droit à l'erreur sur la mise en œuvre. Donc, je préfère un décalage d'1 an pour ce public-là, de manière à ce que tout soit prêt, bien prêt, que ça fonctionne, plutôt que de prendre le risque, pardonnez-moi pour l'expression, mais de planter le système et de casser totalement la confiance, tant dans la contemporanéisation que dans le système de soutien au secteur d'aide à la personne. Donc, je ne reprends pas le calendrier, mais vous avez compris que pour les bénéficiaires APA et PCH, il y aura un décalage dans le temps. Merci pour vos précisions et perspectives. Merci, Monsieur le Président, mais Monsieur le Ministre. D'autres questions? Antoine? Non, je crois qu'on est bon dans les horaires. D'accord. Monsieur le Ministre, merci. Peut-être un dernier mot pour l'ensemble de nos membres. Eh bien, écoutez, bon courage, parce que je dis qu'il y a beaucoup de travail pour l'administration, mais vous allez aussi avoir beaucoup de travail pour expliquer ça à vos clients et nous accompagner dans la mise en œuvre. On aura besoin de vous tous, parce que même les changements positifs doivent être expliqués. Et ils doivent être expliqués pour être accompagnés et réussir. C'est valable pour la Contempo, mais c'est évidemment aussi valable pour répondre aux inquiétudes nées de la décision du 20 novembre. Et je le répète, nous allons, au moins en termes de communication, mais ça vaut engagement et ça vaut instruction au service, rendre public les éléments que je vous ai donnés pour que vous puissiez vous en prévaloir auprès de vos clients et ainsi pouvoir les rassurer. Merci à tous et merci pour votre invitation. Merci, Monsieur le Ministre. Merci pour vos mots. Au revoir à tous et à bientôt.